Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette discussion sur Kickstarter. Parce que comme j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, je parle de ça parce qu'il y a une polémique par rapport... la polémique revient tout le temps quand ce genre de truc se produit. C'est-à-dire, The Wonderful 101, il y a Platinum Games a fait un Kickstarter pour le remaster de Wonderful 101. Et à chaque fois qu'il y a un gros studio qui se lance dans un Kickstarter pour un projet, c'est toujours mal perçu. Il y a ce cas-ci, mais bien évidemment, on se souvient peut-être du cas de Shenmue 3. C'était, je pense, Sony qui avait lancé le Kickstarter. Et éventuellement, il y a tout un bordel avec ce jeu-là. Je pense que c'était même plus une exclusivité PlayStation 4. Mais peu importe. À ce moment-là, il y a toujours à peu près une réaction commune que je vois, pas de tout le monde, bien sûr, que des gros studios ne devraient pas passer par Kickstarter. Ils ont l'argent pour faire le développement de jeux. Et c'est là que j'ai un petit accrochage par rapport à ça, parce qu'au final, pour moi, c'est pas un problème. Ou du moins, il y a un problème, mais pas à ce point-là gros. Parce que un Kickstarter, on demande aux studios de prendre moins de risques et de compter sur les joueurs pour, si on veut, financer le jeu. Mais il faut comprendre une chose, c'est que les joueurs vont recevoir le jeu. Ils payent pour recevoir quelque chose. Ils ne se font pas entuber. Ceux qui ont, par exemple, supporté Shenmue 3, ben, ils l'ont eu. C'est sûr qu'on s'entend qu'il y a toujours... il y a eu également toute la polémique par rapport à que ça avait changé, que possiblement que tu ne pourrais pas l'avoir sur ta version parce que un Kickstarter, ça n'a pas la garantie absolue de tout. Ça s'est vu par exemple des campagnes de financement qui, bien qu'elles ont été réussies, n'ont pas amené à un produit et qui n'ont pas reçu. Et j'espère que Kickstarter va resserrer ses règles par rapport à ça. Mais c'est une prise de risque. Et cette prise de risque-là, elle existe à tous les niveaux quand tu achètes un jeu. Quand tu le précommandes, le jeu, peut-être qu'il va être pourri, ou même quand tu l'achètes le jour 1, ben, peut-être que le jeu est pourri en réalité. Hein? L'exemple auquel je pense toujours, c'est l'exemple pour moi clé, c'est No Man's Sky. Un jeu qui avait beaucoup de hype, sorti, c'était un pétard mouillé, il a fallu attendre, j'ai pas tellement suivi, là, mais à peu près 1 an de mise à jour, peut-être 2 ans pour enfin avoir un jeu qui en valait la peine. Anthem, c'est pareil, j'en ai, je pense, fait une vidéo sur le sujet à quel point les jeux de cette génération-là, souvent, ils ne sortent pas finis. Donc, c'est te faire avoir dans un Kickstarter, se faire avoir, hein, et se faire avoir en commandant un jeu le jour 1, c'est presque pareil. C'est sûr que tu as encore moins de garantie pour le Kickstarter, mais j'ose croire que les personnes qui passent par Kickstarter le font en pleine connaissance de cause, et si c'est pas le cas, ben malheureusement, hein, c'est leur problème. Donc, que ce soit un petit éditeur, un éditeur émergent, indépendant, ou un gros éditeur qui passe par Kickstarter, moi personnellement, je ne vois pas de problème. Il n'y a pas d'arnaque qui se déroule. Que Nintendo décide de dire, hey, on va passer par Kickstarter pour financer le prochain Zelda. Et moi, le réflexe de dire, ouais, mais ils ont l'argent. Une grosse compagnie, n'importe laquelle, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un risque, ils investissent via une banque, via quelque chose, via leurs avoirs dans ces projets. Et après coup, ils vont avoir votre argent, hein, vous les consommateurs, après coup. Kickstarter, c'est juste qu'ils l'ont avant. Mais dans tous les scénarios, là, généralement, ils vont avoir votre argent. Hein. On vit dans un système capitaliste. C'est juste qu'on a changé à quel moment la compagnie prend votre argent. D'autant plus que si je ne dis pas de bêtises, l'avantage de passer par Kickstarter, il y a un risque, mais ça fait en sorte que je pense que généralement, tu payes le produit moins cher que quelqu'un qui, par exemple, va acheter le Wonderful 101 après coup. Ça serait à vérifier. Présentement, dans l'exemple, par exemple, de ce jeu-là, je pense que la copie physique dans mon magnifique pays, c'est 54$, alors que techniquement, il devrait peut-être sortir un prix de triple A, donc peut-être 60-80$. Donc ça reste à voir, mais généralement, en Kickstarter, tu as un prix un peu plus bas pour justement montrer l'appréciation de cette prise de risque-là, de soutenir le projet. Donc vraiment, que ce soit n'importe quel gros taille d'éditeurs qui vont sur Kickstarter, personnellement, je ne vois pas de problème, il n'y a pas réellement d'arnaque. Le seul véritable problème que je peux percevoir, c'est de se dire que peut-être que Kickstarter ça devrait être effectivement réservé seulement qu'à des petits joueurs, des joueurs émergents indépendants. Hein? Ceux qui ont fait Shovel Knight, il y a le game, je pense bien, Cherry Team pour Shovel Knight. Il y a plein d'autres exemples de jeux qui sont Platonic Games avec Yooka-Laylee. Donc plein d'exemples de jeux qui ont réussi à vraiment marquer, je vous dirais, le paysage jeux vidéo ludique ces 10 dernières années via Kickstarter. Ça serait un peu dommage que des grosses compagnies viennent investir massivement cette plateforme et leur faire ainsi de l'ombre. C'est là le seul réel danger que je vois. Parce que Kickstarter, ça a même un avantage d'impliquer davantage le joueur dans le processus, si on veut, de développement du jeu. Bien notamment, les séries d'objectifs de financement qu'il peut avoir. Si par exemple, à 2 500 000, il y a quelque chose qui se passe, peut-être que tu as vraiment envie qu'on se rende là. Donc, tu vas parler du jeu avec d'autres gens. Donc, ça favorise une publicité
participative au niveau du joueur. Ça favorise également un sentiment de communauté, etc. Donc c'est vraiment un processus que j'apprécie quand même. Et que ça permet également de éviter les flops. Parce qu'honnêtement, les flops, il n'y a pas grand monde qui veulent ça. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui vont aimer ces jeux qui ont floppé, qui n'ont pas été aimés par la critique. Peut-être qu'il y a des gens qui aimaient bien No Man's Sky dès sa sortie. Mais le Kickstarter va peut-être permettre d'éviter ça. Parce que le pire dans un flop, souvent, c'est que ça vient des fois miner des studios. Je pense par exemple, c'est le studio Clover qui est devenu finalement Platinum Game, mais qui avait fermé à cause de trop mauvaises performances. De la même façon, si on veut, on peut penser à Sega avec la Dreamcast. Donc un Kickstarter, ça vient un peu diminuer la prise de risque et les conséquences que ça peut avoir sur le paysage jeu vidéo ludique. Et encore une fois, je le répète, c'est pas une arnaque. Ils font juste prendre votre argent avant qu'après. Dans tous les cas, vous allez devoir payer pour le jeu. Hein, si je devais parler contre ma paroisse, on est très loin selon moi de Suda 51 avec Marvelous Entertainment, je ne sais même plus c'est quoi le nom de la compagnie, peu importe, hein, qui vous dit achetez Travis Strikes Again, même si je trouvais le jeu très bon, pour avoir No More Heroes 3. Sauf que No More Heroes 3, tu vas avoir également payé, donc il faut que tu passes 2 fois à la caisse pour peut-être le seul jeu que tu voulais. Et je trouve que c'est malheureusement le cas pour beaucoup de gens, ils veulent juste No More Heroes 3. Je le répète, Travis Strikes Again, jeu très agréable, mais n'empêche que là, je trouve qu'il y a vraiment plus une pratique déloyale, malhonnête, c'est-à-dire payer 2 fois pour avoir le jeu que tu veux. Ce qui n'est pas le cas pour Kickstarter. Donc, courte vidéo, mais les infos, je pense avoir quand même... S'il y a quelque chose que j'ai manqué, parce que moi je veux vraiment pas trop de désinconvénients à Kickstarter, donc s'il y a ce gros défaut qui expliquerait pourquoi les gros éditeurs ne devraient pas passer par Kickstarter, les gros développeurs ne devraient pas passer par Kickstarter, faites-moi en part dans les commentaires, ça va me faire un plaisir d'être éclairé par votre lanterne. Donc, pour la prochaine critique exigeante, je me suis dit que ça fait un bout de temps que j'ai pas fait un segment à la défense de, et on va faire à la défense de la version française du doublage de Dragon Ball. Et on parle de celle de jadis, hein, donc années, 80-90, parce que c'est sûr que c'est une perle de trucs assez loufoques, assez incongrus, mais je trouve quand même qu'elle a des qualités indéniables et qu'il faut qu'elle aura toujours une place spéciale dans mon cœur et que ce n'est pas que justifié par la nostalgie. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, hein, partager, aimer la vidéo, faire du porte-à-porte, soutenir des Kickstarter envers moi, peu importe. Hein. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.